Alors ça me fait très plaisir d'être ici à Toulouse, dans ma ville. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est la première chose, la première histoire, la première publication qui m'a fait connaître du grand public. Et c'est une histoire qui est relativement extraordinaire et rare. Et on va suivre, on va refaire l'histoire, on va ensemble redécouvrir cette backdoor dans les téléphones OnePlus. Et je vais vous expliquer pas à pas comment j'ai trouvé cette backdoor et surtout vous montrer que vous êtes tout à fait capable de trouver, comme je l'ai fait il y a maintenant 2 ans, cette backdoor, et que c'est en réalité très très simple. Alors, hop. Alors, qui suis-je? Mon nom est Baptiste Robert. Si vous tapez mon nom dans Google, vous trouvez plusieurs qualificatifs. Hacker, chercheur en sécurité, Elliot Alderson. Elliot Alderson, c'est parce que je suis plus connu sur Twitter sous le nom de F-Society. Elliot Alderson, c'est le nom du personnage principal de Mr. Robot. J'ai réussi à créer une communauté qui est assez sympa. Aujourd'hui, je crois que j'ai 123 000 followers, quelque chose comme ça. Donc on a une grosse communauté, surtout liée à la sécurité, et je publie régulièrement des failles de sécurité que je trouve, que ce soit sur des applications mobiles, principalement sur l'Android, ou alors sur des sites internet. Je fais pas mal d'AppSec. Et souvent, ça touche à des choses gouvernementales, donc soit sur le gouvernement français, comme sur les applications CHAP, Alicem, ou alors sur le gouvernement indien. Où j'ai beaucoup travaillé sur leur sécurité en règle générale. Je n'ai pas forcément que des amis là-bas. Alors, c'est une histoire, donc comme toute histoire, il faut commencer par « Il était une fois ». L'histoire commence comme ça. Je suis sur mon canapé, on est en novembre 2017. Il est 9 h du soir, les enfants sont couchés, j'ai mangé. Je n'ai pas forcément de side project. Il n'y a rien à la télé, rien qui m'intéresse. Bon, bah, du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Et là, d'un coup, je regarde mon téléphone. Et mon téléphone, c'était un OnePlus 5. Bon, pourquoi pas. Donc je me dis, ah ok, bah, moi qui travaille dans les téléphones, moi qui suis développeur Android, qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone? Est-ce que je sais réellement ce que mon téléphone contient? Est-ce que je connais réellement les applications qui sont préinstallées sur mon téléphone? Ça m'intéresserait de savoir s'il y a des failles de sécurité, parce que personne ne me l'a jamais vraiment dit. Donc je me suis dit, bah, je vais regarder, je vais étudier mon téléphone. Alors la première chose qu'on fait quand on étudie un téléphone, bah forcément, il faut extraire le firmware du téléphone. Donc on va essayer, avant d'étudier quelque chose, il faut bien récupérer ce quelque chose. Il y a plusieurs moyens de faire ça, mais la manière la plus simple, elle est toute bête. Vous allez sur le site de OnePlus, vous choisissez le bon téléphone. Vous choisissez le bon téléphone, vous prenez la dernière version et vous téléchargez. Une fois téléchargé, vous allez obtenir un fichier .zip, vous dézippez, et là vous obtenez une palanquée de fichiers. On ne sait pas trop ce que c'est. Et si vous n'êtes pas expert, voilà, moi j'étais développeur Android, bon, tout me parle pas. Mais quand je regarde un peu plus, donc je regarde l'archive décompressée, je vois que sur les 3 gigas que fait mon dossier, il y a 2,9 gigas qui sont sur un fichier qui s'appelle system.new.dat. Donc quasiment toute la taille du fichier, en réalité, c'est un seul fichier qui est ce fichier .dat. Donc je me dis que mon firmware, en réalité, le contenu, il est dans ce fichier .dat. Bon, d'accord, je vais essayer de décompiler, d'extraire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bêtement, en fait, ce fichier .dat, c'est un file system x4. Bon, ok, fine. Il faut le transformer, c'est une version x4 un peu particulière, donc faut convertir ce .dat en .image. Donc je suis allé sur Google, j'ai cherché, j'utilise un petit script Python que quelqu'un a fait de son côté, et j'ai converti mon fichier .dat en .image. Ensuite, j'ai monté tout simplement sur mon Mac l'image, et donc j'ai accès à cette arborescence.
Ok, donc on a fait le premier step ensemble. On a récupéré le firmware, on a réussi à le monter, et donc on a accès au contenu de ce qu'il y a dans un téléphone. Potentiellement, si vous obtenez un shell, si vous ouvrez un terminal dans votre téléphone, c'est ce que vous obtenez. Ok, bon, très bien. Je rappelle le contexte, hein, il est 9h du soir, vous êtes chez vous n'avez rien à faire. Le but, c'est quand même d'aller vite, vous n'allez pas vous coucher trop tard. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses, quoi. Android, c'est grand. Et ça nous amène à parler de surface d'attaque. Comme j'ai dit, Android, c'est gigantesque. Il y a plein de choses. Ça, c'est l'architecture d'Android. Alors vous voyez qu'on commence tout en bas, il y a le kernel Linux, après vous avez ce qu'on appelle les HAL, ensuite on a la partie native d'Android, après on a le framework, et après on a les applications système. Ça représente des millions et des millions de lignes de code, des expertises différentes, des métiers différents. On n'a pas le temps d'essayer de tout savoir, et on ne peut pas tout attaquer en même temps. C'est pas possible. Donc, il y a un moment, il faut bien choisir ses combats. Bon, moi, je suis assez bête, hein, je suis un développeur Android, encore une fois, donc je me dis, bon, je vais aller attaquer tout là-haut, au niveau applicatif. Je vais aller m'intéresser aux applications système. Alors, une application système, qu'est-ce que c'est? Une application système, c'est une application Android. Certes, mais c'est une application Android un peu particulière. Quand vous achetez un téléphone, votre téléphone, il y a déjà des applications qui sont préinstallées dessus. Ce n'est pas vous qui les avez installées. La première fois que vous l'allumez, il y a déjà des applis dessus. Et en fait, ces applications-là, elles sont dans une partition un peu spéciale, qu'elle soit system/app ou system/privapp. Et elles ont deux particularités. La première, c'est que vous ne pouvez pas les désinstaller. C'est la beauté de la chose. Et qu'en plus, elles ont tous les droits. Donc, c'est des applications qui sont système. Donc, elles n'ont pas besoin de vous demander des permissions, contrairement à une application normale. Et là, vous commencez à voir un petit peu le problème. C'est-à-dire que dans les téléphones du monde entier, il y a des applications qui sont préinstallées par les constructeurs de téléphones, qui ont tous les droits, et que personne n'audite jamais. Là, on se dit que, potentiellement, les applications système, peut y avoir des trucs un peu louches, un peu sympas à trouver. Donc, je me dis, ok, bon, on va essayer de trouver des trucs sympas dans les applications système. Alors, je reprends l'arborescence qu'on a vue ensemble, tout à l'heure, et je me mets à chercher des APK, qui sont les applications Android. Donc, je vois que dans App, j'en ai 93, dans Media, j'en ai 142, dans Privapp, j'en ai 75. Et au final, j'obtiens un nombre assez astronomique. J'obtiens 320 applications préinstallées sur mon téléphone. Alors encore une fois, c'est le soir, 320 applications. Alors, étudier une application Android, c'est pas super compliqué, certes, mais ça prend quand même un peu de temps. Et je ne vais pas m'amuser à décompiler 320 applications, sinon je ne suis pas couché. Donc là, ça nous amène à la conclusion logique. Là, il faut créer quelque chose. Il faut qu'on puisse automatiser la recherche de vulnérabilité. Il faut qu'on arrive à trouver une manière de le faire. Et ça nous amène à la création d'un outil que j'ai appelé App Analyzer, qui va nous permettre de trouver à la fin cette backdoor. Alors, qu'est-ce que c'est une application en réalité? Parce que dans la salle, il n'y a pas que des développeurs Android. Donc, une application, c'est un fichier .apk. Ce fichier .apk, en réalité, c'est juste un fichier zip. Et dans ce fichier APK, il y a un fichier XML qui s'appelle Android manifest.xml. OK. Et ce fichier Android manifest.xml liste tous les composants qui sont utilisés dans l'application. Alors, il y a différents types de composants. Il y a le premier, c'est les activités. Grosso modo, une activité, ça va correspondre à un des écrans de votre application Android. Ensuite, on va avoir les receivers. Les receivers, ça va être un composant qui va se mettre à l'écoute d'événements du système. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, une application va être capable d'écouter, de se mettre à l'écoute. Tiens, l'utilisateur a démarré son téléphone. Tiens, l'utilisateur a appuyé sur le bouton Power. Tiens, l'utilisateur a branché un câble. Et donc, ça va permettre à une application qui n'est pas forcément démarrée de se mettre à l'écoute de certains événements et potentiellement de réagir par rapport à ces événements.
Ensuite, on a les services. Le service, c'est un composant qui n'a pas d'interface utilisateur et qui va permettre de faire des tâches longues du style télécharger un fichier, écouter de la musique. Ensuite, on a les providers. Provider, prenez ça comme une manière abstraite d'accéder à la donnée utilisateur. Et pour finir, on a l'activity alias qui est, comme son nom l'indique, un alias sur une activité qui existe. Alors nous, on va s'intéresser donc à ces composants-là dans les applications système, mais on va s'intéresser à une version un peu plus... on ne va pas s'intéresser à tous les composants. Ce qu'on cherche, ça va être ce qu'on appelle les composants exportés. Alors les composants exportés, qu'est-ce que c'est? On prend par exemple une application victime, et cette application victime, elle a une activité. Okay. Cette activity, elle est exportée si une application tierce, un attaquant, est capable de la solliciter depuis l'extérieur. C'est-à-dire, est-ce que mon composant est exporté si je suis capable de démarrer, par exemple, un écran d'une application qui n'est pas la mienne? Et ça, c'est intéressant, parce que si j'arrive à trouver des composants exportés dans les applications système, ça veut dire que potentiellement, je vais être capable de trouver des fonctionnalités qu'on m'a cachées, des fonctionnalités qui ont été préinstallées par le constructeur de téléphone. Donc là, on va se mettre à la recherche de choses potentiellement un peu cachées dans mon téléphone. Donc, pour résumer, App Analyzer, c'est vraiment ça. C'est un outil pour trouver tous les composants qu'on a exportés. Alors, on le fait tourner, en gros, pour résumer, c'est plein de scripts Python qui vont parser l'Android manifest.xml, qui vont récupérer les composants, et à la fin, on met tout ça dans la moulinette et on obtient un graphique comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Même si vous n'arrivez pas à lire le nom des packages en dessous, qu'est-ce qu'on voit très clairement? On voit quand même que on en a 3 là qui se dégagent par rapport à toutes les autres applications. Donc là, il y a les 320 applications dont je parlais tout à l'heure. On en a quand même 3 qui possèdent énormément de composants exportés. Donc on va se pencher un petit peu plus sur ces applications-là. Donc c'est le même graphique, mais dans une version différente. Et on a sur le côté ce qu'on appelle le package name. Donc c'est le nom du package d'une application qui est son ID unique. Donc là, on voit que le numéro 3, il s'appelle com.google.android.gms. Bon, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors quand on n'est pas trop au fait, ça, c'est les Google Mobile Services. Les Google Mobile Services, c'est un package qu'on va installer sur le téléphone si votre téléphone est certifié Google. Ça permettra aux applications qui sont installées sur ce téléphone d'utiliser les différentes API de Google, etc. C'est le truc que Huawei n'a plus le droit d'installer sur ses téléphones. Donc ce truc-là, c'est pas open source, sinon ce serait pas drôle. On ne sait pas trop ce que ça fait plein de trucs. Donc on sait que ça fait plein de trucs, c'est une espèce de boîte noire depuis des années. Donc on n'est pas trop étonné de le voir dans les premiers. On sait qu'il fait plein de choses, donc qu'il ait plein de composants exportés, bon, pourquoi pas. Ensuite, le numéro 2, son package est com.android.settings. Bon, bah ça, c'est l'application Settings. L'application Settings, on n'est pas non plus très étonné de l'avoir ici, dans le classement en numéro 2, parce que l'application Settings, elle fait un nombre incalculable de choses. Elle vient s'interfacer avec plein d'éléments du framework Android, elle fait beaucoup de choses, et pour le coup, l'application Settings est open source, c'est open source dans la OSP, dans l'Android Open Source Project, et c'est gigantesque. Le code est réellement gigantesque. Donc, qu'il y ait plein de composants exportés, encore une fois, je ne suis pas super surpris. Alors, là, on va en venir aux faits. La première, l'ID, c'est com.android.engineeringmode. Ok, ça, par contre, ça me dit absolument rien. Il y a engineering dans le nom, c'est ce qui est un peu curieux pour une application. Bon, ok. Si je regarde le nom de l'application, ça s'appelle Factory Mode. Ok, Factory Mode. Ouais, je connais absolument pas cette application. Et l'autre constatation que je peux voir, c'est qu'elle est devant Settings, mais de loin. C'est-à-dire que
l'application réglage a à peu près 175 composants exportés. Cette appli qu'on ne connaît pas, Factory Mode, elle en a 250. Donc de très très loin. Elle est première, vraiment de très loin. Bon, on va s'intéresser. On ne connaît pas ce truc-là. Il faut qu'on essaie de comprendre. Donc, la première cible, ça va être, grâce à App Analyzer, on a réussi à avoir notre première cible, Factory Mode. Bon, quand on étudie une application, il faut comprendre, il faut déjà l'utiliser, plus qu'on va voir les features qui sont proposées par cette appli. Donc, si vous allez dans vous prenez votre OnePlus, vous l'avez toujours. D'ailleurs, si vous avez un OnePlus ici, vous pouvez regarder. Ou si vous avez un téléphone Qualcomm qui est basé sur du Qualcomm, vous allez dans Réglages, Applications. Vous allez en haut les 3 petits points, montrer les applications système. Et en théorie, vous allez avoir une application qui s'appelle Factory Mode. Cette application, elle a une étoile, ok, elle a une icône d'étoile, ça ne nous parle pas plus que ça, mais bon, on prend pour l'info. Et il n'y a pas d'icône, forcément, donc quand j'ai réussi quand même à ouvrir l'application et on tombe sur un menu comme ça. Et dans le menu, on voit qu'on a des trucs, manuel test, automatic test, on voit qu'on teste le Wi-Fi, on teste le Bluetooth, on teste le NFC. Donc mis tous ensemble, sans avoir vu aucun code, c'est la partie, ce qu'on appelle reconnaissance, on fait de la reconnaissance en sécurité. On se dit, donc on a une application qui est sûrement utilisée en factory pour tester les devices qui sortent de la ligne d'assemblage, pour tester que toutes les features du téléphone fonctionnent correctement. Et ils ont laissé ça, donc ils n'ont pas mis d'icône, mais ils ont laissé ça préinstallé sur le téléphone pour faciliter la vie du travailleur chinois qui va venir tester le device en sortie de la ligne d'assemblage. Ok, donc on a le contexte, très bien. Alors, on va étudier l'application. Maintenant, on va passer aux choses un peu sérieuses. On va ouvrir l'application. Quand on ouvre l'application, donc on la décompile et on va obtenir un fichier qui s'appelle strings.xml. C'est en gros tous les mots, toutes les phrases qui sont hard-codées dans le téléphone, qui sont utilisées par l'application en elle-même. Et là, on voit, il y a trois mots, 3 phrases qui m'ont sauté aux yeux. Root successful, root failed. Et là, on réfléchit, on prend un peu de recul. On se dit, mais si le root est successful, si le root est failed, ça veut dire que cette application, elle peut router mon téléphone. C'est pas normal, c'est pas possible. En théorie, je suis pas censé être capable de router mon téléphone avec une application système. Ah, il y a un truc louche quand même. C'est-à-dire que potentiellement, cette application contient la possibilité de router mon téléphone. Ok, je continue. Donc je vais prendre l'identifiant de ce string-là, root status success, et je vais voir où est-ce qu'il est utilisé. Et là, j'arrive à une activité, donc c'est les composants qu'on a vus tout à l'heure, check root status activity. Donc c'est un des écrans de cette application Factory Mode, et j'obtiens une méthode qui s'appelle check Angela root. Et là, je me dis, Angela root. Mais Angela, c'est la copine de Mr. Robot, c'est la copine d'Elliot Alderson dans Mr. Robot. Donc moi, qui ai un compte Twitter où j'ai pris l'alias d'Elliot Alderson, je suis en train d'étudier un truc dans la vraie vie, là, qui s'appelle Angela root. Donc en fait, le développeur qui a codé cette application était probablement fan de Mr. Robot. C'est rigolo comme la réalité et la fiction s'entremêlent. Donc revenons à nos moutons, on voit le fameux Angela root, et on voit que en fait, cette méthode Angela root vient checker une propriété système qui s'appelle persist.sys.adbroot. adbroot, ça veut dire que c'est le protocole qui est utilisé quand je branche mon téléphone à un ordinateur, ADB, et qui me permet de communiquer entre un ordinateur et un téléphone. Donc potentiellement, je comprends que Angela root, ça va me permettre d'obtenir les droits root quand je vais utiliser ADB. Ouais, si c'est ça, franchement, c'est assez cool. Donc je vais regarder où est-ce que cette propriété est utilisée. Et là, j'obtiens une classe diag-enable.java qui est aussi une activité. Et je vois que dans la première méthode qui est appelée, la méthode qui est appelée quand on lance l'activité en elle-même, on appelle une méthode qui s'appelle escaladeUp, et dans laquelle je rentre un paramètre
qu'on appelle code. Bon, déjà, le nom de la méthode, il me parle, parce que je fais de la sécurité, et l'escalation de privilèges, c'est du vocable de sécurité. Donc on est encore sur la bonne piste. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on fait pas des trucs, on fait que lire. On fait que lire, franchement, c'est pas super compliqué. Donc je vais voir la méthode en elle-même. Et là, déjà, la première constatation que je fais, c'est que le code de tout à l'heure, en fait, c'est un mot de passe, c'est un password. Ok, bon, très bien. Ce password, je le passe dans une méthode qui s'appelle escalate, privilege.escalate. Okay, et si ça me retourne vrai, dans ce cas-là, je vais passer ma propriété système de tout à l'heure à 1. Et je fais mon fameux Angela route. OK. Donc, en fait, je comprends juste en lisant ces quelques lignes que le privilege.escalate, il va valider mon mot de passe. D'accord. Moi, je n'ai pas le mot de passe, personnellement, je ne le connais pas. Donc, on va essayer de le trouver. Donc, on va dans la classe privilege.escalate, et là, on obtient cette classe-là, qui est une classe un peu particulière dans Android. C'est en fait un pont entre du code natif, qui a été codé en C, C++, et le Java. Donc, en réalité, ces trois méthodes-là, elles ont été codées dans une librairie qui va s'appeler libdoor.so. Door, comme dans backdoor, non? Ouais. Ouais, c'est bien ça, j'ai bien lu, ok. Donc, et en plus, il est joueur. Le développeur qui a fait ça est joueur. Donc on est sur une backdoor, hein, c'est annoncé, c'est écrit, il n'y a pas de... Il se cache pas. Hein. Donc on fait la même chose, on prend le .so, on prend le libdoor.so, on le désassemble et on regarde les strings qui sont utilisés. Et là on cherche password, hein, tout simplement dans les strings, et on obtient password verified pass, password verified failed. Donc ça confirme la présomption que j'avais tout à l'heure, il y a bien une méthode qui va valider le mot de passe. OK. Et ces strings-là, ils sont utilisés dans ce code-là. Alors c'est de l'assembleur, je sais qu'on a plutôt des développeurs au niveau ici, en règle générale. C'est pénible à lire. Mais bon, on sait quand même lire, et il y a des trucs qui sont lisibles. Par exemple, on voit on utilise la méthode SHA-256 init. Ensuite, SHA-256 update et SHA-256 final. Bon, bah, je calcule, en gros, je prends mon paramètre, mon password, et là, je suis en train de calculer le hash. Je hash mon password. OK ? Et ensuite, j'utilise la méthode memCompare pour comparer le hash du paramètre du mot de passe que je viens de calculer avec un truc qui est stocké dans la librairie qui s'appelle unc5028. OK. Et si ça marche, j'ai password verified passed. OK, donc ça c'est la version pseudocode qui est peut-être un peu plus lisible. On voit bien que je calcule mon chat, je fais un memCompare et je compare ce hash avec le truc qui est stocké dans la librairie. D'accord, OK. Bon, bah, on va aller voir ce qu'est mon unc5028. Et mon unc5028, en fait, c'est une suite hexadécimale. C'est l'hexa. Et là, encore une fois, on recule un peu, on réfléchit et on se dit, alors, j'ai rentré en paramètre un mot de passe. J'ai calculé le hash et je le rentre dans une méthode qui fait une comparaison entre mon hash et ce truc-là. Donc ce truc-là, c'est un hash. Jusqu'à là. Donc je le mets à la suite. Je fais Google, reverse SHA-256 hash. Et qu'est-ce que j'obtiens? Angela. Et voilà, on a fait le boulot. On a fait le boulot et vous voyez qu'en fait, c'est terminé. On peut, en une ligne de commande, donc je branche mon téléphone OnePlus à mon ordinateur, j'utilise ADB, le protocole dont je vous parlais pour discuter entre le téléphone et l'ordinateur, et j'envoie ce qu'on appelle une intent pour dire je veux ouvrir cette activité, le diag enable dont je parlais tout à l'heure, et je lui rentre en paramètre mon code, qui est le mot de passe, Angela. Et avec ça, je deviens root, c'est-à-dire qu'après j'ai un shell, j'ai un shell sur mon téléphone où je peux faire absolument tout ce que je veux, je peux accéder à toutes les données du téléphone sans aucun problème. Donc c'est très très rare. C'est très rare et c'est surtout énorme, puisque cette application-là, elle n'appartient pas à OnePlus.
cette application-là, en réalité, c'est une application qui est faite par Qualcomm. Donc vous avez tous cette application-là dans vos téléphones. Parce que quand Qualcomm donne le code pour créer un téléphone à des constructeurs, à ses clients, à d'autres constructeurs de téléphones, il va lui donner un jeu d'applications, dont cette application Factory Mode. Et OnePlus s'est dit, tiens, ce serait une bonne idée, j'ai un peu la flemme, quand je suis sur un build user, j'ai un peu la flemme de ne pas avoir tous les privilèges, bah, je vais mettre une backdoor dedans. Comme ça, ce sera plus facile pour mes développeurs. Sauf qu'ils ont oublié de l'enlever. Voilà, donc Qualcomm, à la suite de ça, a été un petit peu fâché. Donc les conséquences. On est en novembre, donc le 14 novembre, si je ne dis pas de bêtises, le 13 novembre 2017. Voilà, j'avais quelques followers sur Twitter, mais pas plus que ça. J'ai publié ça en disant ouais, OnePlus, c'est pas top là. Ça a été pas mal partagé, ça fait pas mal de bruit. Du coup, le PDG de OnePlus s'est senti obligé de répondre. Ce qui veut dire, si on traduit ça du français de l'anglais à l'anglais vraiment, c'est en gros, c'est ça que ça veut dire. Bon, après, on a discuté ensemble. Il n'y a pas de rancœur. Pour vous donner un petit peu l'effet que ça a fait, ça c'est mes stats. Donc en octobre, j'avais 200 000 impressions de tweets. Ça reste respectable. En novembre, une fois que j'ai sorti cette affaire, je suis passé à 12 millions. Pour vous dire, ce fil de tweets a été vu 6 millions de fois en 48 heures. Donc pour vous montrer ce que ça fait, grosso modo, vous cliquez refresh, vous avez 10 notifications à la seconde. Et ça pendant 48 heures. J'ai pas dormi. Et après, je me suis fait engueuler par ma femme, du coup, je suis allé me coucher. Il y a eu pas mal de couvertures médiatiques, que ce soit dans Vice, dans Wired ou The Register. Et c'est là où je voulais insister un petit peu, parce que c'est une expérience qui est très particulière, que tout le monde n'a pas forcément. Et si demain, vous faites une découverte de ce type-là, si demain, vous avez du travail qui est médiatisé, quand ça vous arrive très très vite. Vous le voyez pas venir, et vous allez avoir une horde de journalistes qui vont venir vous voir. Et en tant que personne technique, et c'est un point important, on n'est pas formé à ça, on n'est pas formé à la communication. Il est important de savoir que vous avez des droits, dans le sens où si un journaliste vous demande une information, vous n'êtes pas obligé de la donner. Si on vous demande, vous avez le droit de dire non, j'ai pas envie de répondre. Non, c'est comme ça. Et surtout d'expliquer et de prenez le temps d'expliquer aux journalistes, à l'interlocuteur que vous avez, la chose technique. Demandez-lui, est-ce que vous avez compris qu'est-ce que vous allez écrire? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous raconter? Est-ce que vous pouvez me redire? Parce que les journalistes, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est un relais dans la société. Et il nous faut communiquer, c'est une importance, et c'est encore plus dans le monde d'aujourd'hui, il nous faut communiquer sur ces problèmes-là. Il faut qu'on soit capable d'expliquer ce qu'on fait et qu'on le rende au grand public. Et les journalistes sont un relais très utile. Alors il faut les utiliser correctement, et il faut qu'ils nous utilisent correctement aussi. Alors, au niveau du fixe, donc moi, le build que je regardais, il datait du 31 octobre. Ouais, du 31 octobre. Je l'ai regardé le 14 novembre. J'ai publié mon tweet le 14 novembre. Et ils ont quand même mis 3 semaines à réparer, puisque ça a été réparé le 5 décembre. Alors, j'ai quand même regardé, j'ai retrouvé mon OnePlus 5, 2 ans après, quand j'ai préparé le talk, et je me suis aperçu d'un truc. La méthode, donc l'application est toujours là. La méthode check Angela Root, que je vous ai montré tout à l'heure, est toujours là aussi. Donc ils ont certes enlevé la backdoor, mais la propriété système est toujours présente. Donc demain, s'ils font une update sur le firmware, ils peuvent très bien réintroduire la backdoor sans aucun souci. Et c'est un point que je voulais aborder également. C'est vraiment, franchement, pourquoi rentrer des choses comme ça?
On est dans une industrie, l'industrie du téléphone va très très vite. J'ai travaillé pour des constructeurs de téléphones pendant plusieurs années, et grosso modo, le cycle produit d'un téléphone, ça va être une année, de bout en bout. Ça va très très vite. Même si votre équipe est compétente, même si vous avez les meilleurs ingénieurs du monde, ça va très très vite. Et on essaie d'aller au plus vite. Et il y a un écosystème qui est mondial. La Chine produit énormément de code, il y a beaucoup d'intermédiaires. Et en réalité, entre la version que Google publie et ce que vous avez sur vos téléphones, il y a une galaxie intersidérale. Vous vous en rendez pas compte, mais il y a énormément de modifications qui sont faites sur le framework Android. Et notamment sur les applications système dont je parlais tout à l'heure. C'est un point très intéressant que personne n'audite. Personne ne fait des études sur les applications préinstallées. Et Google a commencé. Ils ont fait un talk récemment, cet été, à Black Hat, à Las Vegas, dans une conférence de sécurité, en disant ouais, on s'attaque au problème, etc. Et je suis allé les voir, j'ai fait c'est bien. Moi, ça fait 2 ans que je bosse dessus, mais c'est bien qu'enfin vous fassiez quelque chose. Parce que c'est là où sont les abus. Et c'est notamment toutes les affaires que vous voyez sur Huawei et tous les constructeurs comme ça. C'est comme ça qu'ils vous prennent vos datas. Ils utilisent une application pour vous prendre votre data, ils leur envoient une deuxième application, qui la renvoie à une troisième application, qui la renvoie à une quatrième, qui la balance sur Internet. Et pour tracer ça, c'est super compliqué. Et quand vous êtes un chercheur en sécurité et que vous n'avez pas le code, c'est encore plus dur d'arriver à caractériser ces comportements. Et ça, dans l'écosystème Android, c'est vraiment un point qu'il faut améliorer, le comportement des constructeurs de téléphones et surtout les applications qui sont préinstallées dessus. Hop. Je vous remercie. On a le temps pour Je pense qu'on a le temps pour les questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Alors tout à fait. Tu peux l'activer dans le mode debug. Dans les options, en fait, il faut aller dans Réglages, Système. Tu cliques 7 fois sur numéro du build et tu vas être développeur et après, il faut activer le mode debug. Bon, par contre, il y a aussi une option pour activer le mode debug avec une interface. Donc tu peux aussi, comme ils sont assez feignants chez OnePlus, il y a une propriété système qui te permet de passer en mode debug sans avoir activé les options développeur. Ouais. Oui, là tu disais que donc effectivement qu'on ne pouvait pas faire trop confiance à un certain nombre de constructeurs. Et en fait si ton téléphone, carrément, tu mets une autre ROM dessus, un autre firmware, ça change la situation ou en fait, non, pas du tout? Alors moi je suis assez, il y a plusieurs avis là-dessus. Mon opinion, c'est que le problème, c'est il y a une ROM que je conseille, qui est pour les gens qui veulent faire de la sécurité, c'est Graphene OS, qui est un Android un peu avec des mesures de sécurité en plus, avec un développeur de confiance, avec le code qui est open source. Ne prenez pas des ROM sur XDA développeur ou des choses comme ça. Est-ce que vous faites confiance à une tierce personne, qui peut être moi, potentiellement, qui peut être un hacker, n'importe lequel. Il peut avoir foutu la backdoor qu'il a envie, il peut avoir mis un malware, vous ne le verrez pas. Et vous faites confiance en fait, à une personne tierce que vous ne connaissez pas pour une des choses qui est une des choses les plus personnelles que vous avez dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire très très attention dans le choix de sa ROM. Ça peut être une solution quand on sait ce qu'on fait, quand on peut auditer, mais sinon, il faut faire attention. Ouais. Pour activer le mode route, tu disais que c'était avec un intent sur une activité qui avait un paramètre particulier. Donc toi, tu l'as déclenché via ADB. Ouais. Mais du coup, j'imagine on aurait pu faire une application qui lançait simplement cet intent. Ça a été fait, en fait. Ça a été fait, c'est ça qui est très très drôle. Une fois que j'ai publié ça, il y a une avalanche de geeks qui se sont mis. Il y a toute une communauté en fait sur le routing en Android, et il y a des projets sur GitHub qui se sont mis à fleurir et qui ont utilisé ça. Effectivement, tu peux envoyer une intent de manière programmatique via une application tierce, sans problème. Et il y en a qui ont poussé, en fait, ils se sont amusés, ils ont utilisé cette intent, et derrière ils étaient root, et après ils poussaient super SU de manière à router le tel. Ouais.
Du coup, là on l'a vu, OnePlus c'est un peu un mauvais élève entre guillemets. Juste 2 petites questions, c'est est-ce qu'il y a une autre marque qui se démarque pour justement faire une approche un peu plus sécuritaire? Et est-ce que maintenant dans ta poche c'est un iPhone? C'est un iPhone, effectivement. J'ai acheté un iPhone 11 hier, pas plus tard qu'hier. Alors pour plusieurs raisons. C'est un sujet qui est très intéressant et que c'est une question qu'on me pose très très régulièrement sur Twitter. C'est quel téléphone je dois acheter? Et quand on parle de sécurité, il n'y a pas une sécurité unique pour tout le monde. Si vous êtes un journaliste, si vous êtes un homme politique, vous n'avez pas le même modèle de menace qu'une personne normale, entre guillemets, qu'un développeur. J'ai pas le même modèle de menace que la plupart d'entre vous. Plus que certaines personnes travaillent sur des choses sensibles, plus ou moins. Et plus qu'on n'a pas le même modèle de menace, on n'a pas les mêmes réponses à mettre en face. Donc ce que je conseille, est-ce qu'il y a une opinion, je n'ai pas d'action chez eux, qui est une opinion qui est complètement personnelle, c'est qu'un iPhone convient pour la plupart des modèles de menace, pour la plupart des personnes. Si vous ne travaillez pas sur des choses particulièrement sensibles, si vous avez un iPhone, vous allez être plutôt safe. Après, pour des gens qui ont des modèles de menace un peu plus élevés, on peut commencer à prendre des Android. Il y a notamment Snowden qui m'a répondu sur Twitter l'autre soir en me disant le meilleur téléphone pour quelqu'un qui a un modèle de menace très haut, c'est de dessouder les micros, de prendre un pixel, de dessouder les micros à l'intérieur, de flasher Graphene OS, donc la ROM dont on parlait tout à l'heure, et on est à peu près safe. Donc, voilà, on peut être complètement parano ou utiliser un produit grand public, mais en règle générale, l'effort minimal sur Android est beaucoup plus bas pour attaquer. L'effort minimal pour attaquer quelqu'un sur Android est quand même beaucoup plus bas que sur iPhone. Voilà. Est-ce que Android One, ça change quelque chose au problème? Android One, c'est Android. Non. Ouais. Il faut que je cours. Ça fait le sport. Alors j'ai peut-être loupé un truc, mais j'ai pas compris comment tu as obtenu le code Java tout à l'heure. Alors, tu n'as rien loupé, parce que je ne l'ai pas expliqué. Sur une application Android, donc c'est ce qu'on racontait tout à l'heure, une APK, c'est un fichier zip. Dans ce fichier zip, vous allez avoir un fichier qui s'appelle class.dex. Et ce class.dex, il contient du bytecode qui est produit par le code Java, qui est fait par le développeur. Et il y a ce qu'on appelle des décompilateurs Java qui permettent de transformer ce bytecode en pseudocode Java. Donc il y a un outil open source notamment qui s'appelle Jadix, qui est disponible sur GitHub, qui fait très très bien le taf pour la plupart des applications, et qui à partir d'une APK peut te redonner un projet Gradle qui va être très 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 proche de l'existant, de celui du développeur. Alors c'est pas le vrai code, mais c'est un code qui est très très proche. Et c'est pour ça que c'est très important, et s'il y a des développeurs Android dans la salle, c'est ce que je conseille à la plupart dans mes conférences, c'est-à-dire qu'un attaquant comme moi, qui n'a pas votre code, il va être capable de retrouver votre code et même de vous voler, à la rigueur, votre propriété intellectuelle. J'ai fait ça notamment pour un malware, pour un ransomware. Je me suis amusé, j'ai pris l'APK et j'ai décompilé, j'ai obtenu le code, j'ai nettoyé le code, j'ai recompilé et j'avais le code du malware. Et c'est pareil pour n'importe quelle application que vous faites. On peut prendre votre code, le décompiler, obtenir du code très très proche, passer quelques heures à le nettoyer, et après je peux customiser votre application et redistribuer votre application avec mes certificats à moi. Donc c'est pour ça que offusquer le code. Et nous n'avons plus de temps. Donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à passer aux office hours pour creuser encore un peu plus ce sujet.